Bonjour, je suis Marie et je vous présente ce tout nouveau podcast dans lequel j'ai voulu donner la parole aux viticulteurs pour bien cerner leurs besoins avant d'aller chercher les réponses du côté des meilleurs experts en la matière. Dans chaque épisode, on abordera ensemble un thème précis que nous prendrons le temps d'approfondir au maximum. Et ce en 3 temps, témoignages, expertise et solutions. Des antennes dans les vignes, un podcast de Syngenta. Dans cet épisode, je vous propose de faire le tour de la question des tordeuses de la grappe avec Raphaël Rouzès, entomologiste, et Jean Litou, ingénieur en agroécologie de la vigne chez Syngenta. Ne vous laissez pas surprendre. Pour commencer, ils sont vignerons dans la vallée du Rhône, dans le Roussillon ou encore dans le Languedoc et ils ont accepté de témoigner. Ils vont nous dire concrètement quels problèmes majeurs ils rencontrent à cause des tordeuses. Alors les principaux problèmes liés aux tordeuses de la vigne sont surtout les maladies type pourriture du raisin sur la 3e génération et après un affaissement de la perte de récolte en première génération. Bien sûr, toutes les plaies ouvertes sont des entrées potentielles à des maladies cryptogamiques et un abaissement de la qualité du jus. Le seul problème qu'il peut y avoir, c'est de cibler ce traitement. Donc pour ce, on met des pièges phéromones sur différentes parcelles, suivant les secteurs, pour essayer donc de positionner au mieux l'application. Nous, ici, justement, hier, on plaçait la confusion sexuelle pour les tordeuses qui permet de régler ce problème de tordeuses qu'on a quand même pas mal sur le secteur. Ça peut vraiment altérer toute une parcelle, forcément une cuve, et ça peut... le pire dans tout ça, c'est qu'après... c'est carrément tout le vin qui est de mauvaise qualité. Merci à Pierre, à Christophe, à Amandine et Numa. On voit bien maintenant à quel point sur le terrain, les tordeuses de la vigne sont coriaces. Dans ces conditions, comment lutter ? C'est ce qu'on va voir maintenant avec notre expert, l'entomologiste Raphaël Rouzès. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. D'abord, expliquez-nous précisément ce qu'on appelle les tordeuses de la vigne. Ce sont en fait 3 espèces différentes, c'est bien ça ? Alors, tout à fait. Alors, les tordeuses de la vigne sont des petits papillons de nuit qui appartiennent à la famille des Tortricidae. Alors, ce nom de tordeuse, en fait, provient d'un comportement spécial de la chenille qui emmaillote les parties de la plante qu'elle va consommer jusqu'à les tordre pour faire un abri. On compte 3 principales tordeuses, donc, en vigne, ou plutôt on va les appeler vers de la grappe. Tout d'abord l'Eudémis, l'Obesia botrana, la Cochilis, Euphoecilia ambiguela et l'Eulia, Argyrotaenia pulchellana. Ces 3 espèces attaquent les organes fructifères de la vigne, c'est-à-dire les fleurs et les baies. Mais on sait qu'il en existe bien d'autres qui peuvent causer des dégâts équivalents, comme par exemple la tordeuse de l'œillet ou d'autres espèces type Archips. Donc en définitive, toutes ces espèces sont extrêmement polyphages et non spécifiques à la vigne, bien que les 3 principales aient développé une appétence marquée pour la vigne. Est-ce qu'on peut savoir à l'œil nu si les tordeuses sont en train de ravager un vignoble ou pas ? Autrement dit, est-ce qu'il y a des signes qui ne trompent pas ? Oui, tout à fait. On peut constater aisément les dégâts des tordeuses dans les vignes. Mais en général, il est un peu trop tard. Par exemple, en première génération, ce qu'on peut observer, c'est ce qu'on appelle les glomérules. C'est les chenilles qui emmaillotent en fait les fleurs de la vigne et qui vont former un amas de soie. En 2e et 3e génération, on peut observer ce qu'on appelle des perforations. Ce sont des petits trous provoqués par les chenilles dans lesquels peuvent se développer différents types de maladies selon les conditions, soit de la pourriture grise, soit de la pourriture acide. Le danger le plus grand, donc, c'est de ne pas voir les tordeuses au début de l'attaque. Alors, comment faire pour s'en protéger ? Alors oui, tout à fait. Il faut vous dire que les œufs mesurent moins de 1 millimètre de diamètre, donc c'est difficile à voir. Les chenilles, quand elles éclosent, elles sont très petites, donc pareil, difficile à voir. Et très vite, elles vont se camoufler, se cacher dans la canopée de la vigne. Donc, on a développé différents outils, en fait, pour les observer. Les premiers, ce sont des modèles mathématiques. On calcule des températures de données qu'on accumule, ça s'appelle les degrés jours, et ça permet de prédire l'émergence des premières générations au printemps.
Et ensuite, on a développé différents types de pièges qui permettent de suivre en fait les vols des adultes, des papillons. Alors ces pièges, ils s'utilisent comment et ils servent à quoi? Alors, il faut dire déjà au départ qu'on a 2 types de pièges. Le plus communément utilisé est le piège dit à phéromone. Il est le plus moderne et il utilise une technologie développée dans les années 70-80 par l'INRA, notamment l'INRA de Gironde. Il s'agit d'utiliser de la phéromone de synthèse qui mime en fait la phéromone naturelle des différentes tordeuses. Et cette phéromone est appliquée sur un diffuseur que l'on dépose sur une plaque engluée. Lors des vols de papillons, les individus mâles sont attirés et piégés, et cela permet d'établir les courbes de vol. Le second type de piège est dit le piège alimentaire. Lui, on le connaît depuis la nuit des temps. J'exagère un peu, mais c'est depuis le début du XXe siècle. Alors, ce piège consiste à un pot qu'on remplit avec un appât sucré. Là aussi, on va capturer les différents papillons, mais la différence, c'est qu'on va avoir à la fois les individus mâles et femelles. Donc c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus précis pour prédire quand il va y avoir des pontes. La difficulté de ce piège, c'est qu'il est un peu plus complexe en termes de temps et de logistique. Ce qui est particulier avec les tordeuses, c'est que l'on en parle en termes de génération. Concrètement, ça signifie qu'elles ont évolué avec le temps et que leur pouvoir de nuisance évolue lui aussi. C'est fascinant, bien sûr, mais c'est fatigant pour le viticulteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce phénomène de génération ? Alors tout d'abord, ces tordeuses sont dites de diapause facultative. Alors ça veut dire que en fait, si les conditions de température et de photopériode, c'est-à-dire la longueur du jour et de nuit, sont optimales, elles vont faire des cycles en continu. Voilà. Donc plus on va être dans le sud, plus elles vont avoir de nombreux cycles. Quand on se met sous nos latitudes à nous, en fait, elles vont faire entre 2 et 3 générations selon les espèces. Donc non, les tordeuses n'ont pas évolué avec le temps. Mais le réchauffement climatique a tendance à accélérer leur cycle. Et on voit apparaître de plus en plus souvent une génération supplémentaire. À ajouter à ce phénomène, voilà, il existe certaines années des phénomènes d'étalement de vol qui contribuent à un étalement de ponte et donc d'échevauchement de génération. C'est un vrai casse-tête pour les gens qui suivent en fait, les courbes de vol, comme les viticulteurs ou les conseillers. Ça nous amène à la question de la répartition géographique. Elle est particulière aussi dans le cas des tordeuses ? Oui, tout à fait. Alors, dans les années 80 et 90, on avait établi des cartes là, parfaites de la répartition des tordeuses, avec Eudémis dans le sud, Cochyllis dans le nord, et Eulia en Alsace et dans le sud-est. Maintenant, on sait à peu près qu'elles sont en mélange partout, voilà, avec des préférendums spécifiques pour chaque espèce. Par exemple, Cochyllis, elle préfère les zones plutôt humides, fraîches, le long des couloirs fluviatiles. Eudémis, elle, c'est l'inverse. Elle aime plutôt les conditions sèches et chaudes. Et Eulia, elle a à peu près le même préférendum que Eudémis, mais souvent elle est liée au fait que dans des zones proches, on a de l'arboriculture. Donc après, on a un autre phénomène, c'est qu'on s'aperçoit que peut-être elle est favorisée par les zones de confusion sexuelle. Alors, on ne va pas répertorier chaque tordeuse une à une, mais on voulait quand même faire avec vous un zoom sur Eudémis. Eudémis semble prendre de l'importance et elle n'est pas facile à gérer. En effet, Eudémis prend de plus en plus d'importance et en plus, on voit qu'elle est en train de se diriger de plus en plus vers le nord. En Gironde, par exemple, dans le Bordelais, il y a 10-15 ans, dès qu'on piégeait les tordeuses, on avait une certaine parité entre Cochyllis et Eudémis. Maintenant, elle est largement majoritaire et Cochyllis, on la trouve que dans des endroits vraiment particuliers. À ce sujet, Syngenta a mis en place un réseau de piégeage depuis plusieurs années. Est-ce qu'il vous a été utile à vous, en tant qu'entomologiste, ce réseau ? Racontez-nous. Oui, depuis l'année dernière, donc en collaboration avec Syngenta, on a mis en Charente en place un réseau de pièges alimentaires. Ce but de réseau était d'accompagner les viticulteurs, notamment sur la reconnaissance de ces tordeuses, notamment Eudémis, mais aussi à les sensibiliser à la dynamique de vol
Et enfin, le but de tout ça, c'était quand même améliorer la lutte derrière. Merci infiniment, Raphaël Rouzès, d'avoir répondu à nos questions. Alors, on retrouve maintenant nos viticulteurs, Pierre à Bachas, dans le Roussillon, un autre Pierre à Saint-Christol, dans l'Hérault, Amandine, dans l'Hérault également, sur le domaine de Causse, Christophe est à Châteauneuf-du-Pape, et enfin Numa à Arles. Et tous, vous allez l'entendre, s'interrogent eux aussi sur le positionnement de la lutte. La lutte, c'est déterminer le bon moment pour intervenir. Parce qu'on se rend compte que le piégeage n'est pas toujours proportionnel à la prise des parasites. Je dirais le positionnement. En plus, à Châteauneuf, on a beaucoup de gobelets, de vieux gobelets. Donc, on a du mal à cibler la zone fructifère, qui peut être embêtant. Et de plus, on est quand même un secteur très vanté, et donc qui peut perturber l'efficacité de l'application. Sachant que des fois, on a des fenêtres aussi de traitement qui sont courtes. Ouais, c'est plutôt ça, le positionnement. Cibler les générations et après le positionnement matériel. On pratique la confusion sexuelle pour une grande partie et pour la deuxième partie, on va essayer cette année une capsule qui contient une phéromone contre Christobloves. Et donc, mine de rien, cette utilisation de la confusion sexuelle permet de s'affranchir de cette difficulté d'application des produits. Après, ça reste quand même très, très onéreux. Et puis, pour les tordeuses, il faut aussi faire quand même pas mal d'observations à la vigne parce que donc on fait des piégeages pour voir s'il y a des populations d'adultes. Et après, alors on peut aussi faire des comptages de glomérules, etc. Et ça prend quand même pas mal de temps à observer, à faire. Maintenant, on n'a plus grand choix parce qu'on est en bio, donc on pose des phéromones. Alors, il faut les poser comme il faut, quoi. Il y a un protocole à respecter. Et après, c'est beaucoup d'observation. En fait, on pose des pièges et on ne peut que subir, en fait. Voilà. Alors qu'à l'époque, quand mon père, lui, était en conventionnel, c'était des traitements à positionner à un instant T pour pouvoir lutter contre les tordeuses. On entend bien à travers ces témoignages combien il est difficile de lutter contre les tordeuses tout en respectant certaines contraintes devenues aujourd'hui incontournables. Pour tenter d'éclairer ces professionnels de terrain, j'ai décidé d'interroger un autre expert, Jean Litou, ingénieur solutions agroécologie vigne, dont j'ai recueilli pour vous le témoignage. Avec lui, nous avons voulu en savoir plus sur la question du positionnement de la lutte. Et pour le cas qui nous intéresse ici, celui des tordeuses, il insiste sur la nécessité d'agir à un moment précis. Vous allez comprendre pourquoi. Alors en fait, l'objectif avec les tordeuses, ça va être d'éviter les dépréciations qualitatives et les pertes de récolte. Donc pour cela, la lutte est de fait et forcément préventive. Et ce moment précis, c'est lequel ? Si on utilise des insecticides, la bonne solution, c'est d'intervenir au moment des pontes, ce qui laisse d'une part la place au raisonnement puisque les pontes, c'est identifiable au niveau de la parcelle, et d'autre part, permet d'éviter le passage au stade chenille. Et en fait, ce sont les chenilles qu'on ne veut pas avoir, parce que ce sont les chenilles qui font les dégâts. Des chenilles difficiles à piéger, d'où l'intérêt grandissant pour la confusion sexuelle, mais pas seulement. D'après Jean Litou, c'est la complémentarité de moyens qui va aboutir à l'efficacité réelle. Alors c'est vrai que dans la région où je suis, notamment la partie dans le Roussillon, la pression est assez souvent élevée, voire très élevée. Et dans les secteurs à pression forte, l'association de différents moyens de lutte est en fait la situation qui donne le meilleur résultat. En fait, on va baisser le niveau de population avec la confusion, qui empêche effectivement théoriquement la rencontre des mâles et des femelles au niveau des papillons. Alors ça marche pas à 100%, mais on baisse ces populations et on va compléter en fait si besoin par des applications raisonnées et ciblées. Et en fait tout simplement on va suivre les pontes. Il y a des seuils qui existent et s'il y a besoin, on fera une ou deux interventions en lutte conventionnelle. Malgré tout, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour gagner la lutte contre les tordeuses, comme nous l'explique notre expert. Alors, comme je vous l'ai dit, effectivement, sur des fortes pressions, surtout si on n'a qu'un seul ravageur, en l'occurrence le Démis, effectivement, c'est intéressant. Mais en fait, la rentabilité va être fonction de l'importance du problème tordeuse sur la parcelle et savoir si on a un ou plusieurs ravageurs à contrôler. Si on n'a qu'un ravageur, plus fréquemment, c'est le Démis. Et que la situation, elle est faible à modérée, où on va intervenir une ou deux fois avec une méthode conventionnelle,
en fait, la lutte classique est la plus économique tout en étant très efficace. S'il y a 2 ravageurs, les coûts peuvent être plus importants de la confusion puisqu'on aura effectivement, les phéromones étant spécifiques, une confusion qui doit être doublée. Donc là, il faudra faire le bilan et voir effectivement dans quelle situation on se trouve. Et puis dans le cas de Cryptoblabes, qui apparaît quand même sur l'arc méditerranéen, la lutte classique fonctionne et la confusion, pour ma part, je pense, doit encore faire ses preuves. En fait, on manque de recul, c'est assez récent et on se pose la question de son efficacité car ce papillon est extrêmement polyphage et il peut passer d'une culture à l'autre. Donc on a des femelles fécondées qui peuvent venir d'une culture, arriver sur votre vigne et causer des dégâts. Concrètement, le curatif ne semble donc tout simplement pas possible et Jean Litou confirme. Effectivement, dès que les grains sont formés, intervenir quand on voit les dégâts, vous l'avez bien compris, c'est trop tard. Et les tordeuses peuvent entraîner de grosses pertes de rendement et des problèmes de conformité et de qualité liés en fait au cortège de pourriture qui vont se développer sur les grappes abîmées par les tordeuses. Autrement dit, oui, des solutions existent, mais en préventif, et peuvent se révéler d'ailleurs très efficaces. C'est précisément ce que ce podcast nous aura permis de comprendre. Merci à Jean Litou pour son éclairage en tant qu'ingénieur solutions agroécologie vigne, et merci bien sûr à notre invité, l'entomologiste Raphaël Rosès, pour son expertise. Vous venez d'écouter Des antennes dans les vignes sur le thème des tordeuses de la grappe et j'espère que, comme moi, vous avez appris beaucoup de choses qui vous seront utiles dans vos vignobles. Ce podcast vous a été proposé par Syngenta et comme nous aimerions le faire vivre, n'hésitez pas à partager cet épisode, à liker, laisser des commentaires et bien sûr, ne vous laissez pas surprendre. Syngenta France SAS, numéro d'agrément MP02249, distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale. Et pour l'environnement, conformément au principe de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto. Pour les conditions d'emploi et les usages, doses et conditions préconisées, se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr. Produit pour les professionnels. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.